Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue sur Zonar Télévision dans Zonar Actualité où nous recevons des acteurs clés de notre communauté et du développement de notre pays. Et aujourd'hui nous avons l'estime de recevoir le docteur Patrick Bala qui est très connu ici dans la classe politique chez nous au Nord Kivu. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour mon ami. Vous allez bien ce matin? Oui, en super forme, au rythme effectivement du bal. Alors, docteur, je pense que les gens vous écoutent ci et là, mais beaucoup de gens se posent des questions sur ce que vous êtes vraiment. Est-ce que, d'une manière brève, vous pouvez un tout petit peu revenir sur qui vous êtes et votre parcours politique et surtout ce que vous défendez aujourd'hui, actuellement? Merci pour la question. Je vous salue, les techniciens, je salue tous les auditeurs et téléspectateurs qui sont à pareil moment. Bon, si je dois me présenter, souvent c'est difficile parce que c'est trop, je vais prendre l'essentiel. Docteur Patrick Bala est enseignant des universités, travaille dans une entreprise privée. Docteur Patrick Bala est le président du conseil des sages de l'Union sacrée en province du Nord Kivu. Il est président de son aspect Alliance pour la nouvelle vision du Congo, qui milite pour un nouveau Congo avec de nouveaux Congolais. En termes de parcours, on a commencé jeune comme combattant dans la grande famille politique et l'UDPS. C'est ça mon école, c'est ça ma mère politique. Nous avons évolué comme combattants trop jeunes et nous avons atteint plusieurs stades politiques jusqu'à être secrétaire général à l'intérim au sein de l'UREC, l'Union pour la reconstruction du Congo, du professeur Oscar Kachada. Dr Patrick fut le tout premier coordonnateur de l'Union sacrée en province du Nord Kivu. Le Dr Patrick Bala considéré héros vivant pour la lutte qu'il a menée contre l'agression rwandaise qui lui a coûté l'enlèvement, la séquestration et les tortures par Kagame, heureusement libéré par le chef de l'État Tshisekedi avec l'appui de toute la population de plusieurs points, les médias nationaux et internationaux qui ont fait que nous soyons toujours en vie pour continuer notre lutte. Notre lutte reste unique, c'est de voir un Congo puissant. Alors, parlant déjà, on sent qu'il y a un parcours très riche, s'il faut peut-être pas exagérer. Revenons sur l'enlèvement du docteur Patrick. Cela fait écho ici chez nous au Nord Kivu, particulièrement ici à Goma, pour les gens qui vous ont toujours écouté sur différents médias. C'était dans quelles circonstances que vous vous êtes retrouvé kidnappé? Parce que les gens à un moment doutaient de ces kidnappings malheureusement ici chez nous. Non, les gens n'ont pas douté. Il y a une classe de politique ailleurs qui a créé le doute. Qui a créé le doute, comme on le dit, les malheurs des uns fait les bonheurs des autres. Certains souhaitaient qu'on disparaisse parce que nous les gênons en politique, parce que ce sont des détourneurs, ce sont des violeurs, des kidnappeurs politiques. Alors quand nous les dérangeons, ils apprennent ce qui nous arrive, ils devaient au moment fêter. Mais malheureusement, ils ne savaient pas expliquer comment je me suis retrouvé en Angola entre les mains du président Lorenzo, comment je me suis retrouvé à Kinshasa entre les mains du président Tshisekedi. Ils devaient expliquer ça. Donc tout est parti de l'agression rwandaise, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a résisté contre le Rwanda. En 2013, nous ici à Goma, on a fait des débats avec le M23 dans les studios de Kivuan pour leur demander de quitter. Et cette lutte a continué parce qu'on s'est dit que c'était trop. C'était trop. Le Rwanda, minuscule pays, ne pouvait pas quand même déranger le Congo pendant des années. Il y a trop de complicité interne. Il fallait dénoncer. Pendant que le gouvernement central parlait de rébellion, nous avons dit qu'il n'y a pas de rébellion. Il y a bel et bien une agression. Les Rwandais sont sur le sol congolais et un État responsable ne négocie pas sur la souveraineté. Nous devons riposter du coup et lancer une guerre d'annexion, faire du Rwanda notre 146e territoire. Et je t'ai dit que j'étais le premier dictateur qui devrait gérer cette entité. Mais bien qu'on n'est pas vraiment dans les vifs du sujet, est-ce que vous pensez déjà à l'ère actuelle, le pays, la RDC est à mesure de s'élancer dans cette guerre que vous êtes en train de faire ici maintenant? Oui, nous quand nous parlons, ce n'est pas par fanatisme, nous sommes politiques. Parce que ça fait déjà quelques mois que la RDC n'est pas à mesure de sous-loger, de faire sortir les M23 de notre territoire. Ces gens étaient arrivés à Kinshasa, ils sont rentrés. Nous rappelons que ces gens avaient morcelé ce pays en trois, mais ils étaient encore partis.
ce qu'ils font aujourd'hui, je ne trouve pas ça plus grave que ce qu'on a connu avec l'AFDEL, ce qu'on a connu avec l'RCD. Non, on sent qu'il n'y a plus de jus de ce côté-là. C'est un problème de responsabilité interne, à notre niveau. Sur le plan de l'armée, je suis sûr, je suis confiant parce qu'il n'y a plus d'embargo, on a un arsenal militaire que j'ai vu même à Kinshasa, sophistiqué, c'est ce qui fait parler Kagame. Les gens ne comprennent pas les atouts d'une communication politique. Kagame qui est prêt aux négociations, comment lui peut chercher les négociations pendant que lui a de l'emprise? Ce sont des questions que les gens doivent se poser. Quand le chef de l'État avait parlé d'escarmouche, bien sûr, les gens pouvaient prendre ça dans un cadre électoraliste, mais c'était du sérieux parce que le lendemain, les États-Unis sont descendus, la Grande-Bretagne, pour chercher à trouver une solution à l'amiable. Nous avons des soldats mieux formés, même les Rwandais les reconnaissent, mais là où on a un bémol, et là où il y a un bémol, c'est le commandement militaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de réclamations des soldes de militaires au front, il n'y a plus de réclamations d'armement, d'équipement et de logistique. Aujourd'hui, ce qui nous trahit, c'est juste au niveau du commandement. Comment voulez-vous résoudre ce problème contre le Rwanda en y mettant des commandants qui sont une émanation du RCD, une émanation du CNDP, une émanation du M23? Donc nous voudrons qu'on ait des troupes ou des unités d'élite, comme on l'avait fait avec Mamadou Ndala, qui est venu avec son unité propre, qui n'avait aucune acquaintance avec la région. Ça lui a permis d'en découdre grâce à la politique mise en place avec le général Baroum. On avait résolu ce problème. Donc moi je reste confiant au président de la République en tant que commandant suprême, confiant aux forces armées, confiant aux jeunes Ouazalendo et surtout confiant au peuple congolais. Sinon, parlant de la confiance que vous avez aux forces armées, que pensez-vous de plus de 80 villages qui sont déjà aujourd'hui listés entre les mains des rebelles M23? Mais je vous ai dit, c'était plus de 80 villages, ils avaient pris tout le Congo. N'oubliez pas ça, ils avaient pris tout le Congo, mais ils l'ont lâché. Ils vont le lâcher. Alors là, mesdames, messieurs, comme vous l'entendez déjà, nous sommes avec le docteur Patrick Bala qui revient sur des questions d'actualité à chaud de ce pays. Ça fait déjà presque une semaine que le président a été reçu sur Top Congo FM par Christian Loussakweno, revenant sur beaucoup de questions d'actualité politique. Commençons d'abord par les motivations qui ont poussé le président, suite à sa maladie, s'est retrouvé en Belgique. Docteur, ne voyez-vous pas que c'est un message peut-être qui va disqualifier notre système sanitaire ici chez nous, le président de tout un pays qui va se faire soigner dans un pays étranger? Non, non, pas discréditer la réalité. Il faut dire que nous ne sommes pas dans la classe haute sur le plan sanitaire. Il ne faut pas dire que nous sommes dans la classe haute. Nous sommes obligés, c'est pourquoi on continue à investir dans le domaine de la santé. Le président a fait construire tout un hôpital récemment et puis ça a fait écho partout en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire que cet hôpital ne remplit peut-être pas toutes les dispositions pratiques pour remplir les conditions sanitaires fiables? Non, non, il faut entrer dans la classification sanitaire mondiale, n'est-ce pas? Le Congo n'est pas encore dans ce standing. Ça, c'est une vérité. Le Congo n'est pas encore dans ce standing. Vous n'avez qu'à prendre les indicateurs sur le plan médical, sur le plan sanitaire, le taux de mortalité infantile, féminine, le taux de mortalité ou de malnutrition. Ces taux-là ne font pas voir que nous sommes au même standing. Donc il y a des approches, ce qui fait voir que plus en Europe, on recourt pas seulement à la science, mais à la technologie aussi. Il est facile de traiter quelqu'un sans qu'on ouvre son corps. Vous comprenez? Dans cette technologie, nous ne l'avons pas encore atteint. Mais pour un président de sa trempe là, et surtout qu'il ne faut pas faire croire que c'est une nouvelle maladie. C'est une maladie qu'il avait depuis même avant qu'il soit chef de l'État, et que ses médecins étaient là où il a grandi, parce qu'il a grandi en Belgique. C'est là où il va revoir toujours ces mêmes médecins qui sont en train de faire son suivi. Sinon, c'est quoi le message que le président donne au bas peuple, ces gens qui n'ont pas peut-être ces moyens de se faire soigner à l'extérieur et qui sont aussi dans des cas très graves? Non, écoutez, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Évidemment. Il est le symbole, c'est pourquoi il se bat pour qu'on ait les meilleurs soins en République démocratique du Congo. Vous venez de parler de Mama Yemou, il n'y a pas que Mama Yemou. Il y en a Mouya, par exemple, en Bushmaï, j'ai vu l'hôpital Sendo à Lubumbashi retapé, réflexionné, mais le standing n'est pas encore haut. Mais là, on permet maintenant au bas peuple d'accéder. Aujourd'hui, à Mama Yemou, quelqu'un avec ses 500 francs peut se faire soigner. Vous comprenez ce qui était impossible. Avant, on permet aux gens déjà de résorber la grande masse. Il y a la gratuité de la maternité aujourd'hui. C'est la masse. Mais qui n'est pas effective. Elle est effective, je viens de Kinshasa, elle est effective dans le bassin du Congo central. On y va progressivement
pour ne pas connaître les mêmes erreurs qu'on a connues avec la gratuité de l'enseignement. Vous voyez, l'effet d'aller du coup, les gens ont critiqué, il y a eu beaucoup de bémols, mais cette fois-ci, on est allé étape par étape. Je pense que toute la zone ouest aujourd'hui, elle est servie. Autrement dit, vous condamnez cette précipitation dans la gratuité de l'enseignement qui a été lancée sans avoir étudié toutes les précautions, bien évidemment. Non, dans tout projet, il faut toujours s'arrêter pour faire une évaluation. Quand on fait une évaluation, on voit les forces et les faiblesses. Ce n'était pas une action divine pour dire que ça allait se passer comme c'était sous les roulettes. Non. Effectivement, on a fait quelque chose, on a trouvé certaines faiblesses qui nous ont servi maintenant d'améliorer les futurs projets. Je pense qu'un homme raisonnable et rationnel doit s'inspirer de l'évaluation. Alors, plus de 8 mois déjà que le président a été investi, a été élu massivement d'ailleurs à plus de 80%. Docteur Patrick, dans la récente sortie du président chez Top Congo, il a réclamé, peut-être demandé à la population de ne pas être maintenant jugé et peut-être d'attendre encore un tout petit peu qu'il puisse se placer les jalons de son gouvernement. Ne voyez-vous pas que c'est une demande de plus? Pourtant, il a eu plus de 5 ans en train de diriger ce pays sans avoir encore à demander ses temps à la population. Non, demander le temps, c'est dire attendre l'achèvement de ce qui est en train d'être fait. Il n'a pas demandé le temps qu'on lui donne une confiance comme si on voulait les lier. Il a demandé de ne pas être jugé maintenant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, un projet en politique, les gens, nous sommes souvent dubitatifs sur des faits qu'on ne maîtrise pas. Vous demandez au président de la République de vous mettre, par exemple, un point d'induction d'eau. Est-ce que vous savez que pour construire un point d'induction d'eau, ça vous demande 3 ans? Ça demande 3 ans. Pour avoir une centrale électrique, c'est 3 ans et demi, 4 ans. Mais vous, déjà, en 8 mois, vous demandez un travail de 4 ans. Même Jésus-Christ, si vous le mettez là, il n'allait pas vous produire, même s'il était le meilleur de miracles. Donc, son message, c'était que il faut reconnaître qu'il y a un bémol entre les élections et la mise en place des institutions. Ça, j'ai condamné, je reviens. La cause, ce n'est pas Tshisekedi, la cause, ce n'est pas Kabila, la cause, c'est la Constitution. C'est notre Constitution qui a permis qu'on ait le multipartisme intégral, qui fait qu'on va aux élections avec 1000 partis politiques. La gestion des ambitions devient compliquée. Voilà que la mise en place des institutions, ça a pris tout le temps. On peut condamner ceux qui sont là, mais quand on entre dans les fonds, on étudie la profondeur de ces questions, on va trouver que tout est constitutionnel. Il nous faudrait avoir ceci pour atteindre ceci. Il nous faudra avoir ceci pour atteindre ceci. C'est au mois de juin qu'on a eu un gouvernement, c'est au mois de juin. 6 mois après, c'était de sa faute, non? Il fallait déterminer une majorité parlementaire, de cette majorité, il fallait désigner un premier ministre, de ce premier ministre, il faut des concertations pour avoir un gouvernement. C'est la Constitution. Donc le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? J'ai proposé la loi Bala. La loi Bala, c'est le nouveau système politique que moi je propose à la République démocratique du Congo pour permettre à ce qu'en moins de temps, au maximum 1 mois, que toutes les institutions soient mises en place. Je pense la semaine prochaine, je lance une conférence sur ça pour partager cette vision-là du nouveau système congolais, parce que ça nous a donné, c'était du copier-coller occidental pour nous amener dans ça. Mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Que pensez-vous des gens qui disent que le président est plaintif? Genre, lui ne reconnaît jamais que la faute vient de lui, il dit toujours que la faute c'est les autres. Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres, mais quand le président parle, c'est pas dire... C'est un monsieur qui parle. Il n'a jamais été au courant de rien, selon ce que les gens disent. Ils disent toujours, bon voilà, non, la chance du Congo aujourd'hui, on a un président sincère. Vous voyez, même vous qui priez, dans la Bible est là. Il y a Jean-Baptiste qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas, on l'a condamné. Jésus dit, moi qui viens après, je mange, je bois, on me condamne. Le monde c'est ça. Vous comprenez? Le monde c'est ça. Jean-Baptiste ne mangeait pas, ne buvait pas, il a été condamné. Jésus qui est venu pour satisfaire ces gens, il a commencé à manger et boire, on l'a même tué. Donc, dire que l'enfer c'est les autres, c'est pas ça. Le président, généralement, moi je suis et j'admire sa façon d'agir. C'est dire aux gens réellement ce qu'il y a. Quand il dit quelque chose, il ne parle pas comme un monsieur. Un chef de l'État, quand il se prononce, parce que les gens doivent faire la nuance. Quand il se prononce, c'est sur base de tous les renseignements qu'il a. Il dit qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Il a condamné les forces du progrès, les gens n'en parlent pas. Il a condamné ce qui se passe dans l'UDPS, les gens n'en parlent pas. Même seulement, quand on s'adresse à un adversaire, là ça devient une aiguille dans un foin. Non, c'est subjectif. Mais est-ce que cela s'adapte à la mentalité congolaise? Mais il faut éduquer, c'est pas je vous ai donné un problème lié à la Constitution. Un parti politique, c'est quoi, le démocratique du Congo?
c'est un couloir vide. Pour un parti politique, c'est une académie politique. Un parti politique, c'est un lieu de transformation de la conscience collective. Il n'y a pas de culture politique. Prenons seulement nos élections. Qui est-ce qu'on élit? Vous pensez si on fait des bonnes élections, Dr Patrick Ban peut être député national dans cette ville. Mais qui sont élus? Citez-moi un seul élu qui s'est levé contre tout ce qui se passe depuis qu'il y a eu l'élection, à part nous. Vous voyez un peu, c'est la culture. Hein? Il faudrait qu'on revoie, à travers la loi, pas là j'en parle, il faudrait qu'on revoie le système. Donc on doit supprimer tous les partis politiques pour asseoir 6 courants politiques en tout le du Congo, qui seront des nouvelles académies politiques. Vous voulez être député, vous commencez par les primaires au sein de votre courant politique, vous parvenez à convaincre les vôtres dans votre courant, on aura 500 meilleurs dans un courant, fois 6 courants, on aura 3000 candidats pour toute la République, au lieu d'avoir 44 inutiles candidats. Si je prends la ville de Goma, on a 4 sièges, fois 6, ça me fera 24 candidats députés nationaux plutôt, qui vont concourir. Ça sera des meilleurs qui vont rencontrer les meilleurs et on aura les meilleurs des meilleurs. Et à ce moment-là, ça nous permettait d'avoir de nouveaux visages chaque fois, au lieu d'avoir les mêmes personnes qu'ils ont pris en otage depuis 1960. Alors, parlant de cela, le président a promis revenir et maintenir sa position sur la révision de la Constitution. Personnellement, docteur, quel danger voyez-vous de cette approche? Et quels sont les avantages qu'on peut attendre de ces changements de la Constitution? Ce n'est pas un péché. Révision, bien évidemment. C'est constitutionnel. La Constitution prévoit le mécanisme de sa révisitation. On ne fasse pas voir aux ancêtres, nous parlons de la culture politique que le peuple n'a pas. La Constitution prévoit sa révisitation. Vous comprenez? Donc le président s'est dit, compte tenu de tel point, il y a certains points qu'on doit revoir. Regardez, toutes les provinces sont en crise à cause des conflits entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Partout en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va rester comme ça parce que c'est une constitution? Mais la Constitution répond. Mais il y a une deuxième chose que la Constitution aussi autorise. C'est le changement de la Constitution. Le président lui est dans la révision, moi je suis dans le changement. Pour moi, il faut faire partir cette constitution qu'on a amenée pour nous mettre dans la boue. Cette constitution doit être rebâtie pour avoir une constitution ancrée sur nos propres valeurs en tant que Congolais, en tant qu'Africains et répondant à nos réalités, à nos attentes. Qu'on ne nous amène pas des choses qui nous déchirent. Vous nous amenez la gestion de la province avec des gens qui se déchirent, s'entre-déchirent autour de la corruption, de la concussion et la prévarication. Non! Vous voyez, il n'y a que des gens qui se battent. Le bas peuple souffre. Parlons du Sénat aujourd'hui, parlons de l'Assemblée. On a vu ce qui s'est passé. Pour accepter que Kamere soit, il fallait des primaires. Mais pourquoi on n'a pas fait ça au niveau du Sénat? Ces 2 poids, 2 mesures sont favorisées par la même Constitution. Nous pensons que c'est le moment de lancer un acte parce que plusieurs pensent qu'on ne touche jamais à la Constitution. Je vous informe que la Constitution des États-Unis a été revue 17 fois. Au Congo, une seule fois, juste de quitter de 2 tours à 1. Mais on sent toujours que les gens qui sont derrière ces genres de scandales sont nos amis de l'UDPS, surtout avec la nomination du candidat président Sénat, Sama Lukonde, récemment élu. C'est l'UDPS qui posait problème à un moment. Non, vous risquez d'avoir une mémoire courte parce que je sais pour que Janine Mabunda soit présidente, c'était chaud avec Henri Thomas Lokondo. Lui aussi, c'était une bourde au sein du FCC, au sein du PPRD, c'était aussi chaud. C'est l'histoire qui se répète. Ne pensez pas que ça s'est fait seulement avec l'UDPS, le PPRD. Ils ont massacré combien de gens? Pourtant, la politique... Des gens vifs, morts dans les bureaux de l'UDPS à Kinshasa. Pourtant, la politique amenée par l'UDPS est venue changer et mettre peut-être dans les placards la politique de du PPRD à l'époque. N'avoir pas changé le système politique. Le bas, même si c'est que tu parles aujourd'hui, mais qu'un autre président, qu'il soit Jésus, qu'il soit Satan, dans les mêmes contextes, avec la même constitution, ils seront bloqués. Tu ne peux pas faire quelque chose qui est en dehors de la Constitution. Donc, dans ce sens, le président a échoué son mandat. Échoué comment? Vous dites que si l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui n'a pas changé le système politique aujourd'hui. Pourtant, le président, il est le garant de la nation. Il est lui-même, il a été président de l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'il a changé? Donc, quand vous dites changement, sur quel point? Parce qu'il faut citer les points. Vous parlez du système politique. Je parle du système politique. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Lui-même vient encore de répéter que c'était nécessaire de le faire. Moi, je pense qu'il fallait venir, n'est-ce pas? La première des choses qu'il fallait faire, c'était le système politique. Pour dire que ce système politique est en train de pourrir
la nation. Parce que le mal pour nous, c'est quoi? Nous pensons que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est excellent, ce qui est parfait, ce qui est céleste. Non, nous devons nous asseoir nous-mêmes en tant que Congolais, nous poser des vraies et de bonnes questions pour avoir des vraies et de bonnes réponses. Nous nous posons toujours des mauvaises questions, nous avons toujours des mauvaises réponses. C'est ce qui fait que le pays est en train de se saucissonner progressivement, que ce soit culturel, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique et social. Alors dans ce cas, le président aurait fait le premier pas en se faisant soigner par exemple ici chez nous. Mais ça serait un succès. Ça serait un succès. Mais il ne l'a pas fait. Mais bon, c'est ça que j'ai dit, il faut reconnaître les faiblesses. J'ai dit, nous sommes constandis. Et vous ne pensez pas que... Donc vous condamnez quand même le fait que le président... Tout à fait, je vous ai dit, le système sanitaire congolais est encore bas. Je le reconnais. Le système congolais sanitaire est encore bas. Je vous ai parlé de taux de mortalité, je vous ai parlé de taux de chômage, je vous ai parlé... Le système est encore bas. On ne sait pas pour le relever. Mais si on ne faisait rien, là on peut condamner. Mais si il y a quelque chose qui est en train d'être fait, vous avez reconnu Mamaïmo, vous avez reconnu la Mouya, vous avez reconnu Sénoué, vous avez reconnu dans les centres d'anciens territoires, les centres de santé qu'on est en train de construire. C'est déjà un pas, mais on n'a pas atteint le paroxysme qu'on est en train de poursuivre. Alors, docteur Patrick, il y a des gens qui qualifient presque la majorité des sorties politiques du président de la République du populisme. Revenant d'abord sur les références aux scandales financiers qui se sont fait voir récemment. Alors, ne pensez-vous vraiment pas que revenir sur ces éléments, pourtant, il y a quelques années, il avait promis qu'il ne va vraiment pas fouiner dans le passé, c'est peut-être aussi, comme les gens le disent, du populisme. À l'heure actuelle. Il n'y a pas de populisme. Le populisme, il veut gagner encore quoi? Parce qu'il n'a pas de troisième mandat. Il est au pouvoir, il veut gagner quoi? Quelqu'un qui fait le populisme, c'est celui qui a quelque chose à chercher. Lui est déjà président. Pourquoi sera-t-il populiste? C'est inadmissible et irrationnel. Quand le président fait voir qu'il fallait normalement fouiner, parce qu'avant, il avait dit qu'il ne va pas fouiner. Nous, on était contre, parce qu'il y a eu de gros scandales. Aujourd'hui, quand même, il y a des scandales qu'on vit parce qu'on les dénonce. Mais avant, il y avait des gros scandales que les gens ne savaient pas. Cette Gétamie-là que vous voyez aujourd'hui ne nous appartenait plus. Vous avez suivi vous-même Albert Youma, PCA de la Gétamie, membre du PPRD, qui a dénoncé qu'on avait vendu presque toutes les parts de la Gétamie vers l'extérieur. On vient de récupérer la Gétamie presque à 90% aujourd'hui. C'était des gros scandales qu'il y avait. Il avait fait endormir. Il y a les locomotives de la SSCC qui ont fait que la SSCC est tombée en faillite avec 250 mois de retard de paiement des salaires des agents. L'ONATRA qui est par terre jusqu'aujourd'hui à cause de ce régime-là. Mais lui a dit qu'il n'allait pas finir. Nous, on était contre. La justice doit partir du passé, frapper le présent et rester la boussole pour l'avenir. Parce que si on ne touche pas à cela, où on trouve des gens qui ont une insolence des richesses dans ce pays, quelqu'un qui ne fait rien, mais qui vous fait des villas, qui vous fait des châteaux, en dehors et à l'intérieur. Nous avons pensé en ce temps-là, personnellement je l'ai dit, docteur Patrick Bala, on était contre le fait que le président avait dit qu'il ne fallait pas fouiner. Mais aujourd'hui, il y a encore des scandales. Quand même, ces gens vont en justice, mais la justice ne répond pas à nos attentes. C'est là où il y a un problème. La séparation de pouvoir, vous pensez que c'est le président qui juge? Non, ce sont les mêmes juges. Les scandales qui viennent en grande quantité de sa famille politique, l'Union Sacrée. Mais dans le temps, c'était dans quelle famille? C'était la famille des Kabila. Revenons Ce sont ceux-là qui ont le pouvoir, qui ont les manettes en main, qui ont la possibilité, ceux qui manient l'argent de la République, ceux qui manient tout l'avenir de la République. Ils ont tout entre leurs mains. Qui peut détourner? C'est lui qui est en dehors du système? Non, ce sont ceux-là qui gèrent, qui sont en train de détourner. Ils ont été nombreux. FPI, vous avez appris des scandales et tout ça que les gens n'avaient jamais remis l'argent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président doit faire assez que, pas seulement les fraudeurs, en plus démocratique du Congo, en termes de détournement, ceux qui prenaient, je crois, le 3/4 de notre argent de passeport, qui allait à l'extérieur, que tous ces gens soient poursuivis. Pas seulement ceux-là, mais tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité dans ce pays, qui ont tué et qui circulent aisément dans ce pays, même dans la ville de Goma, que nous connaissons depuis l'AFDEL, depuis le LCD, qui sont des intouchables et qui sont devenus même des patrons des gens. Nous avons travaillé pour les criminels aujourd'hui en plus de partie du Congo. Ces gens doivent être touchés. Même les présents prédateurs, tous ces possibles, les Nicolas Kazali,
Ces gens doivent répondre qu'il y ait une justice juste. Au cas contraire, on ne sauvera jamais la République démocratique du Congo. Alors, depuis quelques années, le président a fait une guerre médiatique contre le Rwanda, accusant ces pays, que vous qualifiez de petits pays, être derrière la guerre à l'Est. Mais il n'y a pas quelques semaines, le président a dit ouvertement sur Top Congo que le président, l'ex-président, son excellence, plutôt Joseph Kabila, serait derrière l'AFC aujourd'hui avec Corneille Nangaa. Que pensez-vous de ça? Ce n'est pas une façon de blanchir le Rwanda qui agresse... Non, j'ai entendu ça, c'est une bêtise. Le président de la République a cité le Rwanda sur base des informations, les renseignements lui fournis par nos services de renseignement. Des mois après, il y a eu des missions qui sont descendues des Nations Unies et des autres organisations qui ont établi noir sur blanc qu'il n'y a pas rébellion, qu'il y a agression. C'est une évidence. Et quand il y a une agression, normalement, nous devons répondre par la force. Le président a dit qu'il prend la voie militaire et la voie diplomatique. Mais il met l'accent sur l'aspect diplomatique. Voilà qu'il a travaillé sur le plan diplomatique. On condamne le Rwanda, on oblige le Rwanda de retirer ses troupes, ainsi de suite. Ça, c'est la diplomatie. Ok? Ce n'est pas qu'en s'arrêtant en diplomatie qu'on résout le problème. Nous, par contre, nous avions pensé qu'il fallait utiliser les deux leviers, 3 ou 4 leviers à la fois. C'est-à-dire, nous frappons diplomatiquement, parce qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le Rwanda n'a plus d'alibi. Le Rwanda est coincé. C'est ce qui fait que toutes les armes, comme on l'appelle les fronts, d'une guerre, parce que la guerre a plusieurs fronts. Il faut apprendre ça aux gens. Il y a le front militaire. C'est sur ça que Kagame est resté. C'est pour éviter avoir plus d'espace. Mais malheureusement, dans sa guerre, quand vous lisez la polémologie, c'est-à-dire la science de la guerre, ce n'est pas l'effet d'avoir des surfaces qu'on est champion. C'est quand on ravit les sites stratégiques d'un État. On est puissant. On a gagné une guerre. Parce que vous devez poser la question. On a pris Rwindi, on a pris Kanyabayongo, on a pris... Stratégiquement, il y a quoi? S'il avait pris stratégiquement cette défense, ça devait faire fléchir le Congo. Vous comprenez? L'effet par exemple de prendre la ville de Goma. Vous prenez Bukavu. Ça sont des sites stratégiques en matière de guerre. En ce moment-là, vous êtes obligé de fléchir et négocier comme vous l'avez fait avec Kabila. Maintenant, vous prenez une partie du parc, vous prenez. C'est là où ça fait que Kagame revient pour qu'il veut négocier. Non, tant qu'il a déjà pris, tu ne vas plus demander de négociation. C'est celui qui est faible qui va demander des négociations. Donc, vous estimez ici sur Zone Art Télévision que c'est insignifiant, toutes les parties, tous les villages pris par les M23? C'est important, 1 centimètre de la République. J'ai dit en polémologie. La guerre, on ne la gagne pas parce qu'on a occupé des surfaces. Vous comprenez? Mais plutôt de milieux stratégiques. On la gagne quand on prend les sites stratégiques. Aujourd'hui, Kinshasa. Et Bunagana n'est pas. Bunagana, c'est tellement stratégique. C'est pas tellement stratégique. Docteur. C'est pas tellement stratégique. Le seul site stratégique en matière de guerre qui a été touché, c'est Roubaix. Jusque-là, c'est Roubaix. Ils ont poursuivi vite Kishiché. Pour les pyroclones, ils n'ont pas su l'exploiter. Ils ont perdu ces sites. Donc le seul site qui soit stratégique qu'ils ont aujourd'hui, c'est Roubaix. C'est pourquoi vous voyez, là où il y avait fort acharnement, c'est ça qu'est Roubaix. Parce que prendre Roubaix, vous avez tout le coltan du monde, vous déterminez l'avenir, n'est-ce pas, de la production du coltan. Ils cherchaient ça. Ils cherchaient les pyrochlores, les Kishiché. Ils cherchaient la ville de Goma. C'est ça qu'ils cherchaient. Et vous allez voir, là, il y avait une forte résistance. On s'est beaucoup battu. Là, c'est en matière de la guerre. On néglige aucune zone. Parce qu'il y a les nôtres qui sont en dispersion. Il y a les nôtres qui sont en déplacement. Ces gens souffrent. Ça, c'est l'aspect humanitaire. Ces gens souffrent. Ce sont des corollaires d'une guerre. On n'accepte pas. Maintenant, lui, c'est ce qu'il a tenu. Parce que sur le plan économique, nous avons asphyxié le Rwanda. Nous avions souhaité qu'on ferme même les frontières. Aujourd'hui, le Rwanda ne sait plus exporter ses smartphones. Le Rwanda ne sait plus fabriquer ses véhicules. Le Rwanda ne sait plus faire ce qu'il faisait avant. Sur le plan économique, le taux du chômage a galopé au Rwanda. Vous-même, vous êtes à Goma. Allez à partir de Bujovu, descendez Kaye, sont différentes. Ok?
l'accord de Luanda parle de l'agression entre la RDC et le Rwanda. Kagame a signé. La feuille de route de Nairobi parle des groupes armés. C'est là où le M23 est inclus. La feuille de route de Nairobi demande aux groupes armés de déposer les armes, entrer dans le processus PDDRCS, où on va les encadrer. Ceux qui vont résister auront la fureur de l'armée. C'est dans ce cadre que se retrouve le M23. Donc il y a deux dossiers différents. Alors, sur base de groupes armés qui dépendent de la feuille de route de Nairobi, certains sont déjà condamnés par la justice. Vous comprenez? C'est parmi les prérogatives d'un État. On les a condamnés pour insurrection, haute trahison et consorts. Mais le dossier du Rwanda fait qu'aujourd'hui, vous allez comprendre une chose, depuis qu'on a dit que les pourparlers ont commencé entre le Rwanda et le Congo, vous voyez, ce truc-là du M23, ça a grippé et dérangé un peu. C'est une façon d'étendre la main vers le gouvernement congolais. Pour dire, nous voulons aussi négocier. Ah, donc il y a deux négociations différentes. Donc il faut faire comprendre aux gens comme ça. Malheureusement pour eux, le Congo a pris de l'avance. On les a d'abord sanctionnés. On les a condamnés en justice. On ne peut pas discuter avec les gens qui n'ont pas obtempéré au loi de la République. Leur place, c'est déjà trouvé, c'est en prison. Alors, docteur, merci beaucoup. C'est par là qu'on sera en train de chuter. Mais il y a une question qui restait pendante. C'est l'élection de Sama Lukonde au Sénat. C'est une question d'actualité. Après son bilan, permettez de le dire, presque chaotique à la primature, aujourd'hui, il a été nommé d'abord par sa famille politique, l'Union Sacrée, avant d'être élu par la Chambre haute du Parlement. Que voyez-vous de positif dans cette élection de Sama Lukonde? Il n'y a rien de positif. Nous devons refaire le Congo. Donc le président a cautionné... Nous devons... Non, ce n'est pas lui. Je vous ai dit, c'est la Constitution. Est-ce que c'est lui qui a voté Sama comme sénateur? Est-ce que c'est lui qui l'a mis comme président? Il a été d'accord. Il est le garant de l'Union Sacrée. Il est le président. Mais bon, on lui présente, voici les candidats. Il donne son cutus. C'est tout. Et c'est lui qui a décidé, ce n'est pas le président de la République. C'est le présidium qui a désigné. Lui, depuis, c'est bien avec sa liste qu'on a rejeté. Mais le problème est que la désignation ne s'est faite que sur les mêmes personnes. Parce que c'est la Constitution qui a favorisé ça. Donc vous n'attendez rien de bon de Sama Lukonde? Moi, pour cette législature, je ne suis pas pour tout le Parlement. C'est teinté de corruption. Je ne sais pas les appeler honorables sur base d'une association de corrupteurs et de corrompus. Personnellement, je n'ai pas tellement foi dans tout ce qui se passe. Je sais que le 12 mai, j'avais tenu une conférence sur ça, de presse, où j'ai exigé l'arrêt de toutes les institutions de la République. Qu'on arrête d'abord tout, qu'on efface tout. Ce n'est pas une honte, mais je pense que pour mieux sauter, il faut reculer. Alors, docteur, qu'est-ce que vous reprochez en finissant au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans ces deux mandats? En termes de reproche, un leader, c'est celui qui a la capacité de mieux s'entourer. L'entourage du chef pose problème. Ça, c'est la première de choses. Deuxièmement, je vois le président s'éloigner trop de la base. Donc, il y a un système qui s'est installé entre le président et le peuple. Et ce groupe distrait le président de la République. Ces gens sont prompts à mentir au chef de l'État à tout moment. Ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont dans les renseignements, ils sont dans la politique, ils sont dans l'administration. Ils donnent des fausses informations aux chefs. Nous sommes au Nord Kivu. Les chefs ne s'appuient que sur les leaders du Nord Kivu qui sont à Kinshasa. Qui d'ailleurs parmi eux, Mbosso avait dit qu'il devait quitter les groupes armés. Il fallait que le président de la République, ce que j'avais proposé dans 2 ou 3 émissions passées, qu'il mette un système qui lui permette d'être en contact permanent avec la base, c'est-à-dire le peuple. Il y a 2 systèmes de téléphone vert où il s'est dit une fois par semaine,
il ouvre son téléphone de 17h à 20h, il écoute le peuple. C'est un système qui se fait en Tanzanie, au Kenya, un peu partout. Il aura la contre-expertise de ce qu'on lui apporte. Le deuxième système, vous arrivez à Goma, mais vous recevez en audience les mêmes personnes avec qui vous êtes à Kinshasa. Vous les voyez, ils prennent les avions, ils descendent, et le président les sera encore ici. Non, il faudrait que quand le président de la République vienne, venez ici à Goma, ou dans d'autres coins de la République où c'est chaud, qu'il parle avec tous ces jeunes qui se retrouvent dans des associations juvéniles, dans des associations de femmes, les associations de chefs coutumiers. Ce n'est pas les mouvements citoyens, les acteurs politiques locaux qui maîtrisent la donne. Il va contrebalancer ce qu'on lui apporte et ce qu'il a entendu. Ça lui donnerait une ouverture, une clarté dans ce qu'il doit normalement faire. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours beaucoup reproché au président de la République depuis le premier mandat. S'il avait mis ce système-là, vous avez vu même lors de la campagne électorale le dernier jour sur Top Coco, où il a fait son meeting à Tchambou, il a donné la parole aux gens. Il a dit entre j'ai découvert des choses que mes services ne me donnent pas. Jusqu'à les découvrir ce qu'on ne pense pas. Les jeunes, parce qu'à qui on aime trop les losses dans des têtes et tout. Voilà. On les arrête quand on te trouve avec des losses dans la tête, on se dit ce sont des voyous, tout. Mais ils se sont plaints devant le chef de l'État. C'est une question qu'on pense être banale, mais qui touche une grande partie de la population et de la jeunesse. Docteur Patrick Bala, merci beaucoup pour votre temps donné à Zonart Télévision. Merci également beaucoup pour votre éclairage sur ces sujets très importants. Je pense que les gens qui vont suivre cette émission vont vraiment apprécier. Merci pour avoir pensé à ma modeste personne afin que j'apporte aussi ma petite contribution, si fine qu'elle soit, mais qui contribue à l'édifice de notre pays. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour vous tous qui suivez cette émission. On se retrouve très bientôt sur la même chaîne Zonart Télévision dans les mêmes numéros. Actualité sur Zonart. À très bientôt. Ciao.